Bonjour Maggie Marin. Bonjour. Bienvenue à votre masterclass. Je vais rappeler quelques éléments de votre biographie. Vous êtes donc danseuse et chorégraphe. Vos parents, originaires d'Espagne, ont franchi les Pyrénées pour fuir le franquisme. Ils se sont installés à Toulouse, ville où vous êtes née, dans laquelle vous avez grandi. C'est là que vous avez découvert la danse classique, au conservatoire, dont vous êtes sortie diplômée à 15 ans avec le désir de devenir danseuse professionnelle. Mais lors de votre premier engagement à l'Opéra de Strasbourg en 1968, en rencontrant des étudiants du TNS, le Théâtre national de Strasbourg, se déclenche en vous l'envie d'autre chose. Vous réalisez que votre chemin sera sans doute ailleurs que dans les rails d'une carrière de danseuse classique. Vous décidez de continuer donc à vous former dans l'école que Maurice Béjart vient de fonder à Bruxelles, Moudra. Puis vous intégrez sa compagnie, le ballet du XXe siècle. Et c'est à cette période, dans les années 70, que vous commencez à créer vos propres spectacles, construisant une œuvre qui, depuis 40 ans, n'a eu de cesse d'évoluer, de se réinventer en différents lieux, sous de nombreuses formes. Est-ce que, Maggie Marin, vous êtes toujours une inlassable chercheuse ? Enfin, ça, je sais pas. J'aime pas bien m'ennuyer. Donc, quand je trouve un terrain de recherche, un terrain de curiosité aussi, j'aime bien fouiller là-dedans et essayer d'en tirer quelque chose pour moi-même déjà, et puis pour quelque chose où je vois pas le temps passer. C'est ça. Vous avez commencé la danse classique donc à 8 ans. Est-ce que vous avez des souvenirs, des sensations que vous aviez quand vous avez découvert la danse ? Ah oui, assez vite même, puisque j'ai eu des sensations, des sensations corporelles en fait, des sensations de... c'est très difficile à décrire ça, mais... C'est vous qui avez eu envie de danser, ou on vous a inscrit dans un cours de danse comme beaucoup de petites filles ? Voilà, on m'a inscrit dans un cours de danse comme beaucoup de petites filles. Je ne savais pas du tout que j'allais aimer ça tellement. Et c'est vrai que les premiers cours de danse, pourtant c'était très très militaire, hein, c'était un conservatoire avec un professeur très classique, très de l'ancienne, dans les années 60. temps, oui, très autoritaire, très dur. Et pourtant, ces exercices-là, je me rappelle très bien, ces exercices de barre, m'amener quelque chose. Je me sentais circuler, je sentais circuler en moi quelque chose. Voilà, c'est ça, je crois. Des sensations que vous n'éprouviez pas ailleurs ? Jusque-là, pas. Maintenant, peut-être, je pourrais dire que je peux les ressentir ailleurs, notamment en fait quand on bouge le corps. Hein, quand on bouge le corps, on a des sensations qu'on n'a pas quand on bouge pas. Est-ce que ça a été une évidence très vite que la danse classique serait votre vie ? Très vite, oui. Très vite, c'est ça que je voulais faire. Vraiment, j'ai pas eu de questionnement là-dessus. Je les ai eus, mais bien beaucoup plus tard, par rapport à la technique classique et au ballet classique. Mais sinon, sur la question de la danse, j'ai jamais eu de doute. On peut parler de vocation ? De mes questions, c'est-à-dire ? De vocation. Est-ce que c'était une vocation ? Ah, de vocation. Oui, vocation. Pardon, j'entendais pas bien. Je suis pas sûre que ce soit des histoires de vocation, non. Parce que vocation, c'est comme si ça s'était inscrit avant, et par qui alors ? Non, je pense que c'est vraiment des rencontres, quoi. On rencontre quelque chose, et j'ai eu la chance de rencontrer très tôt. Des fois, on peut le rencontrer à 18, 15, 30, peut-être même plus tard. Mais j'ai eu la chance de faire cette rencontre-là très jeune, qui m'a permis d'être passionnée par cette chose-là, quoi. Donc vous êtes restée pendant 8 ans au Conservatoire de Toulouse. Vous en êtes sortie diplômée à 15 ans avec un premier prix. Là, vous êtes allée un petit peu à Paris pour étudier avec une ballerine russe. Oui, Nina Virubova, oui. Qui m'a donné des cours, qui était formidable, une magnifique professeure et danseuse, et qui aussi, j'avais pas trop de sous, donc qui me donnait des cours gratuits. Et c'était très rare quand même de trouver ça. Cette formation russe, elle était particulière ? La technique était différente de celle que vous aviez appris à Toulouse ? Oui, tout à fait, oui. À Toulouse,
on avait des bons muscles, quoi. Vous travailliez en force beaucoup. Oui, et là, en tout cas, chez Nina, peut-être que la technique russe était aussi très... Je la connaissais pas à l'époque, mais Nina était travaillait vraiment, c'était une artiste, quoi. Donc, puis la façon de travailler techniquement, c'était très allongé, c'était dans la fluidité, la longueur, le haut oui, du corps, oui, plus aussi. Oui, dans la finesse. Et donc, après ça, vous avez été engagée donc, en 1968 à l'Opéra de Strasbourg. 69. 69. L'Opéra de Strasbourg, oui, avec Jean Garcia, qui était le chorégraphe qui avait été nommé l'année d'avant. Et là, j'ai fait mon métier. En fait, j'ai appris le métier, disons. J'étais corps de ballet, puis j'avais plus un petit grade, quoi, quelque chose qui me permettait d'avoir quand même des petites responsabilités. Vous avez découvert le répertoire classique ou c'était aussi de l'opérette? C'était quel type de répertoire que vous dansiez? C'était de l'opérette, mais c'était aussi La fille mal gardée, Le lac des cygnes, enfin oui, Gisèle. Oui, et puis des pièces un petit peu plus contemporaines. Il avait fait, Jean Garcia, une chorégraphie sur la musique de Stravinsky, l'histoire d'un soldat. Oui. L'histoire du soldat. L'histoire du soldat avec la princesse. Voilà, c'est ça. Donc Carmina Burana, enfin des choses un tout petit peu plus contemporaines. Mais c'était quand même un ballet de répertoire. Et le ballet, à cette époque-là, faisait des opérettes et des opéras aussi, les parties dansées. Est-ce que ça vous épanouissait d'être interprète classique? Est-ce que votre créativité, vous la sentiez sollicitée comme vous en aviez envie? Moi, je ne me posais pas trop ces questions-là à ce moment-là. J'étais déjà tellement contente de vivre de mon métier, de gagner, d'avoir un salaire en faisant de la danse. C'était inespéré quand même. À l'époque, on ne peut même pas penser... Enfin, c'était inenvisageable. Et donc, vous avez à cette époque rencontré des étudiants qui étaient élèves acteurs au Théâtre national de Strasbourg. Et là, ça a déclenché quelque chose en vous, un ailleurs possible. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous êtes allé voir des spectacles? C'est en discutant avec eux? C'est en assistant à des cours? Comment ça s'est passé? Il y avait quand même 68 qui était passé par là, mais 68, j'avais 17 ans. Donc, puis je viens d'une famille d'émigrés espagnols, donc, où la politique était quelque chose d'important. Donc c'est quelque chose. Ce mai 68 m'avait fortement sensibilisée à ça, aux situations sociales des gens, aux politiques menées. Donc, quand je suis rentrée au ballet, j'étais en contradiction totale entre le métier que j'étais en train de faire, ce que j'aimais beaucoup, et en même temps la distance qu'il pouvait y avoir entre le contenu des pièces que je devais danser, le contexte aussi des compagnies très hiérarchisées, bref. Oui, parce que la danse classique, c'est extrêmement hiérarchique. Voilà, le corps de ballet, on connaît à l'opéra. Le rapport aussi des gens entre eux, enfin, dans ces ballets-là. Et donc, j'avais 18 ans, donc ce que je pouvais vivre à l'extérieur avec des amis, des gens que je rencontrais, où on parlait de la situation politique, des choses. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer ces jeunes gens, acteurs du TNS, du Théâtre national de Strasbourg, qui, eux, dans leur travail, impliquaient directement ce qu'ils vivaient dans la vie, en fait. C'était tout à fait quelque chose qu'ils essayaient, en tout cas, de faire... de coordonner la pensée de quelqu'un qui a 18 ans et qui vit dans un certain monde. Avec son art. Avec ce qu'on fabrique artistiquement, quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup... du coup, je me suis aperçue effectivement que ce que je vivais dans le ballet de Strasbourg, c'était quelque chose que je n'allais pas continuer, puisque je faisais le grand écart, c'est le cas de le dire. C'est à ce moment-là que l'école de Maurice Béjart, Moudra, s'est fondée en 1980. Vous avez fait partie de la première promotion de cette école. Oui, tout à fait. Comment vous avez découvert cette école? Est-ce que vous connaissiez les ballets de Maurice Béjart? Est-ce que vous aviez vu Messe pour un temps présent, Le Boléro, tout ça, ou pas du tout? Non, je ne connaissais pas beaucoup. J'en avais entendu évidemment parler en mal, puisque dans le milieu classique, Béjart était très décrié. Mais j'avais vu la 9e symphonie au Palais des Sports. Un ami à moi m'avait amené à Paris quand j'étais chez Nina, voir la 9e symphonie au Palais des Sports. Et je crois que ça m'a fait quelque chose, mais je n'ai pas réalisé sur le moment ce que c'était.
C'est seulement bien après que j'ai réalisé, d'abord c'était une salle de 5000 places, enfin il y avait beaucoup de gens. Il y avait une 60aine de danseurs sur le plateau qui avaient l'air d'être des jeunes gens comme moi. Les filles avaient l'air de... Voilà, c'était des filles. Les garçons aussi, dans le ballet classique, les garçons, c'est quand même beaucoup des porteurs, enfin des gens qui portent une espèce de femme éthérée comme ça. Et là, il y avait une modernité. Et là, il y avait des femmes, des femmes, voilà, des femmes avec des formes et des garçons qui étaient des hommes, en fait, voilà, des garçons, et pas des espèces de gens qui soulèvent des plumes comme ça. Oui, il y avait quelque chose de réel et de concret. Donc voilà, j'ai bien senti que c'était contemporain. Enfin, c'était par rapport à ce qu'on vivait, c'était en adéquation. Enfin, voilà. Donc, mais j'ai pas réalisé, parce que si j'avais réalisé, j'aurais pas été à Strasbourg, j'aurais tout de suite, je me serais intéressée à ça de plus près. Je pense sur le moment, j'étais quand même enfin, j'avais 8 ans ou 10 ans, je sais plus, de danse classique. J'avais un contrat à Strasbourg, donc c'est la rencontre avec ces étudiants du TNS qui m'a fait désirer autre chose. Je me dis, mais il y a d'autres choses qui existent que je ne connais pas. Enfin, j'ai pris la mesure peut-être de mon ignorance. Je n'allais pas au cinéma, j'avais pas beaucoup de lecture, je connaissais pas le Festival d'Avignon, j'allais assez peu au théâtre, voilà. Donc, vous alliez voir des ballets classiques ? Ou pas tant que ça non plus ? À Toulouse, une fois par an, il y avait un gala de danse et donc ma sœur m'amenait voir le gala de danse annuel, quoi, quelque chose comme ça, mais je voyais très peu de choses. Et donc là, tout d'un coup, je me suis aperçue de tout ce que je ne savais pas qui pouvait exister. Et j'ai été bien conseillée par une danseuse, d'ailleurs, qui était au ballet de Strasbourg, qui s'appelait Yolande Marzolf, qui m'a dit, mais tu dois partir et écoute, voilà, Béjart a ouvert une école, tu devrais aller essayer de rentrer dans cette école. Et c'est ce que j'ai fait. Donc vous êtes rentrée dans cette école pour 3 ans. C'était une école qui était pluridisciplinaire, avec à la fois du théâtre, du jeu, donc du jeu théâtral, des cours de solfège, de chant, de rythme. Vous avez eu 2 professeurs qui vous ont particulièrement marqué, je crois, dans cette école. Alphonse Goris, qui était le professeur de théâtre, et Fernand Chirel, le professeur de rythme. Oui, on ne faisait pas de solfège. Hein. Ah. Non, on faisait du rythme, du jeu, des danses, parce qu'on faisait de la danse classique, de la danse moderne, plutôt Martha Graham, mais aussi des danses Bharatanatyam, flamenco, enfin beaucoup de différentes danses, du théâtre, du jeu, donc, et du geste vocal, on appelait ça du geste vocal, donc un travail de voix qui alliait aussi le corps, bien sûr. Et beaucoup de travail aussi d'improvisation et de composition, de proposition que les professeurs nous demandaient. Et vous dites que ces années ont été fondatrices et essentielles dans votre parcours, même aujourd'hui. Est-ce que vous avez encore dans le corps et en tête ces années de formation à Moudra ? Bon, oui, bien sûr. Parce que tout à coup, les choses sont envisagées d'une toute autre façon. Dans les cours de classique ou dans la compagnie où j'étais à Strasbourg, il fallait être le meilleur, quoi. Enfin, oui, l'idée de la performance. Au niveau de la performance, je regrette pas d'avoir été aussi dans ce contexte-là, mais là, tout à coup, on travaillait énormément. Du yoga aussi, j'ai oublié de dire. Enfin, on commençait à 8h du matin, on finissait à 8h du soir avec beaucoup de choses à faire. Quels étaient les élèves ? D'où ils venaient ? Est-ce que c'était tous des danseurs de formation ou il y avait des acteurs ? Non, pas du tout. Non, il y avait quelques danseurs, mais des gens qui avaient un rapport avec le corps, certainement. Enfin, des gens qui venaient du théâtre, mais des gens qui n'avaient pas des grosses techniques. Hein, et beaucoup d'étrangers. Donc on était, je crois qu'on était une quinzaine à avoir passé l'audition et à avoir été choisis. Et dans les 15, il y avait une Belge, 3 Français, et puis tout le reste, c'était des Brésiliens, des Coréens, des Africains, des Américains, des Finlandais. Et ça aussi, pour quelqu'un qui n'était jamais sorti de son trou toulousain, et un petit peu Paris, un petit peu Strasbourg, tout à coup de se retrouver dans un lieu comme ça où ça parle toutes les langues, l'anglais en particulier, bien sûr, mais de rencontrer aussi des gens qui ont tout à fait d'autres façons de penser, de vivre. C'était
incroyable, quoi. Vraiment incroyable. Ah oui, il y a tout ça dans le monde, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Oui, ça ouvrait des Oui, portes tout à fait, oui, inattendues. oui. 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 Est-ce que c'est à ce moment-là que l'envie de créer, parce que je crois que votre créativité était très sollicitée, hein, vous aviez des ateliers, vous n'étiez pas uniquement interprète formé, hein, Tout à fait. on sollicitait autre chose. Alors, est-ce que c'est là que voilà, vous vous êtes dit, tiens, il se passe quelque chose, j'ai envie de créer mes propres spectacles? Pas du tout, non. Ah. Non, en fait, la différence, c'était la question de devenir un créateur ou de créer des spectacles ou la question d'être créatif dans ce qu'on fait, ce qui n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, bien sûr. Je crois que c'est ça la différence. En fait, on était dans cette école et on nous disait, vous êtes capable d'inventer, de recréer à partir de ce qu'on vous demande. Quelque chose qui soit absolument singulier. Vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas... Donc, et ça sollicitait vraiment ce muscle-là de s'approprier les choses, les réfléchir et les rendre avec une couleur particulière qui était celle de chacun. Avec son propre corps et sa propre personnalité. Voilà. Après, bien sûr, on faisait des études, donc c'était cet état d'études permanent pendant ces 3 ans qui est très, très enrichissant, parce que quand on est étudiant, enfin, le rendu comptait beaucoup moins que ce qu'on était en train de faire, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment de diplôme. Il y a des gens qui se sont fait virer quand même, mais... oui, l'enjeu n'était pas d'être... L'enjeu n'était pas là, voilà. Et voilà, et la confrontation aussi, enfin la confrontation, non, la coopération avec les autres étudiants, à 2, à 3. On nous demandait de faire des petites compositions comme ça, de travail à homework, ils appelaient ça, un travail à la maison, c'est-à-dire que ça finit pas à 8h ou à 7h du soir, tu rentres chez toi, mais tu continues pas à travailler, mais à faire travailler ta tête, à chercher, et donc tu reviens le lendemain avec des propositions pour les copains qui t'en proposent aussi. Il y a un travail, il faut s'ajuster les uns aux autres, essayer de produire une petite forme comme ça pour le plaisir de la produire, et on se la montre les uns aux autres et on peut se critiquer, porter un regard critique. C'était vraiment très très riche. Après cette école, vous avez été engagé par Maurice Béjart au Ballet du XXe siècle pendant 3 ou 4 saisons. Oui. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à créer vos propres œuvres? Là, c'est pareil, en fait. Non, j'étais danseuse. Moi, je pense que je n'avais pas pensé jusqu'au moment où ça m'est arrivé, en fait. Je projetais pas ça. Je projetais de danser et de travailler avec des chorégraphes qui m'intéressaient, voilà. Et qui avaient un propos dans leur travail, plutôt eux, qui me faisait grandir à moi, voilà, et auquel je pouvais participer et apporter tout ce que je pouvais. Quel chorégraphe vous intéressait à ce moment-là? Il y avait Caroline Carlson, il y avait Nicolaïs, il y avait pas mal de gens. Il y avait aussi au théâtre Peter Brook, voilà, des gens qui... il y avait Ariane Mnouchkine, il y avait beaucoup de gens qu'on admirait, Bob Wilson, c'était le début comme ça, enfin voilà, la Mama de New York, le Chêne Noir, enfin voilà, différents groupes, disons, qui à l'époque étaient un peu nos phares, en fait, notre façon de nous situer un peu. Il y avait le Magic Circus à l'époque, de Savary. De Savary, oui. Voilà, des façons de faire du théâtre, du cirque, de la danse un peu différents. Vous étiez vous-même dans un groupe de recherche? Quand on est sorti de l'école, on a créé un groupe de recherche avec les étudiants de l'école qui s'est dissous au bout d'1 an parce que voilà. Mais oui, c'est vrai, on a fait ça pendant 1 an. Donc voilà, on voulait rebâtir le monde, enfin retransformer les choses. Et je ne sais plus ce que je disais. Et le groupe de recherche, donc au départ vous disiez que vous vouliez être interprète dans l'idée de travailler avec des chorégraphes. Donc mon idée c'était de travailler soit dans un groupe collectivement et d'apporter ce que je pouvais à ce groupe-là, soit de travailler pour un chorégraphe ou un metteur en scène avec lequel avec lequel j'avais envie de travailler. Mais j'ai pas pensé moi-même. Ce qui s'est passé, c'est que au bout de 3 ou 4 ans, Béjart avait invité des chorégraphes et il y avait 8 filles dans le ballet
du XXe siècle qui n'avaient pas été distribués par les chorégraphes invités. Et donc là, Béjart est arrivé vers moi et m'a dit Maggie, mais pourquoi tu ne fais pas une pièce pour ces 8 filles? Voilà. C'est comment ça s'est passé. C'est intéressant, c'est dans un geste consolateur finalement oui, que vous avez commencé. Tu veux pas essayer de faire quelque chose pour ces 8 filles, comme c'était toutes des copines et tout ça. Pourquoi il me l'a demandé à moi? Parce que peut-être, je sais pas pourquoi il me l'a demandé à moi. Donc c'est à la demande de Béjart que vous avez créé votre premier spectacle. La première chorégraphie appelée entre guillemets comme ça, parce qu'on avait fait quand même pas mal de petits essais, justement dans ce groupe de recherche. On avait fait des choses, mais ensemble. Mais là, tout à coup, je me retrouvais à écrire une pièce pour le ballet du XXe siècle, pour 8 danseuses du ballet du XXe siècle, ce que j'ai fait. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en vous à ce moment-là, quand vous avez créé cette première pièce? Non, vous l'avez fait? Oui, ça ne m'a pas plu. Ah, ça ne vous a pas plu? Non. D'accord. Ce que j'ai fait ne m'a pas plu. Et le fait de travailler, et le fait de travailler, de chercher? Mais ça, je le faisais avant, je le faisais après, en fait. Le fait est que cet événement n'a pas marqué... C'était peut-être un événement, mais je ne m'en suis pas aperçue et je ne l'ai pas pris en tant que tel. Ça ne m'a même pas blessée tellement, d'ailleurs. Le fait... je crois qu'on a passé enfin, ça ne m'a pas plu. C'est pas gentil de dire ça, parce que c'était vraiment très, très bien de travailler avec ces filles. Et je crois qu'on a passé un bon moment et qu'on a cherché des choses. C'était sur un texte de Michaud, enfin... On a cherché des choses, mais disons que à la fin, c'était pas si concluant. Ça voulait pas dire que j'étais pas une bonne chorégraphe, mais ça voulait dire qu'il fallait que je travaille. Quoi. Oui, d'accord. Alors ensuite, vous avez quand même continué un petit peu à créer. Donc en 78, il y a eu une pièce importante. Grâce à laquelle vous avez gagné un prix au concours international de Bagnolet, une pièce qui s'inspirait de poèmes de Garcia Lorca sur des musiques traditionnelles espagnoles. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce? Alors, d'abord, je voudrais dire que quand je suis sortie de chez Béjart, je ne pensais pas devenir chorégraphe quand même. C'est vraiment cette affaire. Je voulais aller travailler aux États-Unis avec Nicolas Is ou travailler avec Peter Brook, Caroline Carlson, en attendant d'avoir des réponses de ces écoles ou de ces endroits où je voulais travailler. On a passé des concours de chorégraphie. On a passé le concours de Nyon et le concours de Bagnolet. Le concours de Bagnolet, c'était en 78. C'était une pièce... oui, c'est revenu comme ça. J'avais fait un travail à Moudra sur Lorca avec une camarade de l'école. Et je sais pas, enfin, j'ai travaillé, oui, là-dessus, sur Lorca, peut-être mes racines qui sont revenues. Ouais. Et sur la musique traditionnelle. Vous êtes empreinte de la musique espagnole, la culture espagnole, a nourri votre travail au départ? Insidieusement, parce qu'on écoutait peu de flamenco et puis un peu les poésies quand même espagnoles, si, un petit peu à la maison, mais comme beaucoup de jeunes, d'enfants d'émigrés, en fait, on refuse en fait ses origines. Donc moi, je voulais être française et je voulais pas cette culture espagnole m'embarrasser plus qu'autre chose. Vous parliez espagnol ou français à la maison avec vos parents? Vous parliez espagnol ou français? Mes parents avec un fort accent, mais on parlait plutôt espagnol avec mes parents, avec mes frères et sœurs français. Parce que j'ai des frères et sœurs qui sont plus grands et donc eux, ils parlaient français. Mais donc, du coup, oui, j'étais plutôt en distance avec cette culture espagnole. Mais c'est revenu à la charge très fort, puisque j'ai fait plusieurs pièces avec de la musique espagnole et des poésies espagnoles. Et même quand il n'y a pas de musique espagnole, il y a quand même des choses de ronde, de danse traditionnelle qui se promènent. Enfin, on sent, moi je trouve, dans tous vos spectacles, qu'ils soient clairement, directement ou indirectement mais ça m'a passé, c'était un truc, pas d'adolescence, mais c'était un truc de jeunesse. Après, je me suis rendu compte de la richesse de cette culture espagnole, oui. Donc, cette richesse, et puis aussi, j'imagine qu'il y a une chose qui est très importante, c'est avec l'histoire de vos parents, l'indignation qu'il y a, la révolte, l'engagement de vos parents. Ça, c'est une chose qui traverse... quand on voit tous vos spectacles aussi, on pense à ça. Il y a quelque chose de
de l'ordre vraiment de la révolte, du refus du monde tel qu'il est. On le sent. Est-ce que ça, par contre, ça a été transmis par vos parents avec, malgré eux? Est-ce que vous parliez de ça à la maison? Ah ben bien sûr, Oui. oui, c'était des leitmotifs. Hein. La guerre d'Espagne, ça a été le leitmotiv de mon père jusqu'à sa mort. Est-ce que vos parents étaient engagés? Votre père était communiste Oui, et votre mère d'une famille de républicains? oui, c'est Oui. ça, c'est ça. Et vous parliez donc... Ben, entre eux, en fait, il y avait beaucoup d'Espagnols qui venaient à la maison, ça se disputait beaucoup, ça discutait beaucoup. Et puis on était en France, et puis j'étais dans un lycée, un collège plutôt. À l'époque, on disait lycée, maintenant on dit collège, puisque j'ai pas été au-delà de la troisième. Donc, mais disons que dans le collège où j'allais, c'était dans le centre de Toulouse, Saint-Cernin. C'était un collège vraiment d'enfants de bonne famille, quoi. Et il y avait très très peu d'enfants d'ouvriers vraiment dans ce collège, et même à la fac, encore à l'époque. Et du coup, cette chose, je l'ai pu la constater non seulement en l'écoutant à la maison, mais après, je l'ai constaté aussi dans le rapport que je pouvais avoir. J'allais dans des surprises parties avec mes copines et je voyais bien que le milieu social n'était pas du tout le même que le nôtre. Moi, j'ai jamais souffert de mon milieu social, hein. Mais tout à coup, je me suis aperçue que, ah oui, il y avait des gens qui nettoyaient les tables quand elles étaient sales. Donc je me suis dit, ah, mais c'est différent, quoi. Enfin, j'ai commencé à constater des choses vers l'âge de 15 ans, je devais avoir. Donc je pense que oui, l'injustice sociale, c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. Et que vous mettez en scène dans aussi beaucoup, beaucoup de vos spectacles. Bah oui, mais je ne fais pas exprès. Hein. Vous faites pas exprès? Non, je ne fais pas exprès. Non, mais ça se ressent encore dans le dernier, très fort. Ben Mine oui. de crête, votre... Ben oui, il y a encore de l'injustice sociale partout, alors. C'est un thème, j'espère que ce n'est pas éternel, mais... Oui, en effet. Comment naît l'idée d'un spectacle? Est-ce que c'est une idée qui vient? Est-ce que ce sont plusieurs idées? Comment ça se met en place en vous? Alors, c'est pas une idée, c'est un fatras, en fait. Je dirais, c'est quelque chose qui est de la vie, des dernières années qu'on a vécues, que c'est de la pensée, en fait. Comment est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé les dernières années? Comment est-ce qu'on évolue avec ça? Comment est-ce qu'on fait des allers-retours avec ce qu'on a déjà vécu et peut-être avec ce qui risque... Enfin, ce qu'on peut imaginer de ce qui adviendra. Donc ce sont des livres, ce sont des musiques, ce sont des situations dans la rue, ce sont des situations intimes, beaucoup de choses qui font qu'il y a une espèce de chose qui se dépose et qu'à un moment donné, il y a quelque chose comme une inquiétude en fait, ou une question, une inquiétude qui se dégage de tout ça. Et comment est-ce qu'on sort, peut-être même une tristesse, je dirais, une tristesse, une inquiétude, oui. Et comment est-ce qu'on sort de cette inquiétude, de cette tristesse activement? C'est-à-dire comment est-ce qu'on en fait en fait une puissance de vie plutôt que quelque chose voilà, une force vitale plutôt que de se déprimer parce que les choses vont mal, parce qu'on voit bien que les choses vont mal quand même. Donc c'est tout ça en fait qui fait surgir un terrain de travail qui est proposé aux autres avec lesquels je travaille. Et puis, au début, c'est beaucoup de tâtonnements. J'essaye d'échanger beaucoup avec les gens. Mais c'est pas une idée, oui, je comprends. C'est un processus qui met du temps et qui s'écrit... Maggie Marin aussi avec vos interprètes. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant dans vos spectacles, dans les programmes de vos spectacles, vous ne mettez pas avec un tel ou un tel, vous mettez toujours en étroite collaboration et avec le nom de vos interprètes. C'est vraiment, vous écrivez ensemble les choses au plateau. C'est surtout qu'ils sont très patients, quoi. Donc, s'ils n'étaient pas aussi patients et aussi peu juges, parce que c'est terrible. Ce que j'ai appris dans cette école aussi, à Moudra, c'était garder un regard critique, mais jamais dans le jugement. Je trouve que c'est très important.
Et ça, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ne sont pas dans le jugement. Donc, quand je me trompe ou quand je fais n'importe quoi ou quand je fais fausse route, je ne suis jamais jugée. Oh là là, qu'est-ce que... Non, on recommence le lendemain et ils sont très patients quoi, pour essayer de trouver la forme, la justesse, la justesse du geste ou du signe ou je ne sais pas, de l'image, du son pour traduire quelque chose qui est quand même difficilement traduisible. Comme ça au premier abord. Après, ça peut surgir d'un coup aussi. Ça dépend. Des fois, ça vient comme ça, et puis des fois, ça vient pas du tout. Ça vient en un geste, oui. Et je pense que c'est aussi ce tâtonnement qui fait qu'à un moment donné, cette patience, en fait, du travail, de recherche, qui fait qu'à un moment donné, quelque chose surgit, quelque chose émerge de toutes ces choses informes, j'ai envie de dire. Et du coup, cette petite ligne rouge, à un moment donné, on tire le fil et puis on essaye d'y rester. Et c'est comme ça, on essaye de ne pas le casser. Vous êtes sur France Culture, nous sommes en compagnie de Maggie Marin pour sa masterclass. Maggie Marin, en 1981, vous créez une de vos pièces d'anthologie, on peut dire, celle qui vous révélera au monde entier, qui continue de se jouer depuis plus de 35 ans. Je crois qu'il y a plus de 700 représentations, je crois. Cette pièce, c'est Maybe. C'est B pour Beckett, dont vous avez découvert l'écriture justement quand vous étiez étudiante à Moudra, avec Fin de partie, c'est ça? C'est la pièce que vous... Oui. Oui, Fin de partie, c'est justement une camarade de Moudra, Juliana, qui m'a offert ce livre. Vous avez rencontré Samuel Beckett après, juste avant la création, je crois en 1980. C'est ça. Vous lui avez dit, voilà, j'ai envie de travailler sur votre œuvre. J'avais déjà travaillé, j'avais fait un petit dossier, oui. Puis on m'avait conseillé de l'envoyer parce que il semblait difficile de pouvoir travailler, de pouvoir faire quelque chose à partir de son œuvre parce qu'il pouvait interdire la chose. Donc, il le faisait souvent d'ailleurs, je crois. Enfin, il le faisait souvent, c'était pas évident. Oui, c'était pas évident. Et donc j'ai envoyé mon petit dossier, puis j'ai reçu une réponse que je pouvais le rencontrer dans les 15 ou 3 semaines qui suivaient. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir le rencontrer, oui. Et il vous a dit, prenez la liberté prenez autant de liberté que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec mon travail. Oui, tout à fait. Il m'a laissé c'était très ouvert. Qu'est-ce qui vous intéressait chez Beckett? J'ai mis 10 ans à m'apercevoir de ce qui m'intéressait, puisque j'ai rencontré son écriture, ses pièces quand j'avais 20 ans, et j'ai écrit la pièce à 30 ans. Et pendant ces 10 ans, j'ai lu beaucoup de choses de lui, j'ai travaillé sur des petits fragments, des choses comme ça. Mais je pense même, c'est après coup qu'on le dit, les choses, sur le moment on les sent, mais je pense que c'était le rapport au corps chez Beckett qui n'arrêtait pas de danser en fait. Ces corps, ils n'arrêtent pas de bouger, les corps de Beckett. Ils sont entravés. Ils sont entravés, ils sont enfoncés dans la terre, ils sont sur des chaises roulantes. Mais en même temps, il y a toujours cette petite vibration de vie qui continue à titiller. Et par rapport au monde de la danse duquel je venais et où j'étais quand même très... la question que je me posais beaucoup, c'était... parce que les danseurs sont toujours des gens jeunes, beaux, avec des grandes jambes, des grands coups, enfin des beautés, quoi. Des beautés comme on dit beau, je sais pas. Oui, dans les canons de beauté en tout cas. Voilà. Et je me disais toujours, parce que je viens aussi de ma famille espagnole, et j'avais vu des tantes en Espagne, des vieilles personnes danser, et des personnes âgées et un peu fortes, qui n'étaient pas du tout danseuses, de métier en tout cas, et qui m'avaient bouleversée aussi en les voyant. Et du coup, ce truc-là, en fait, ça m'avait travaillé. Je me disais, mais alors cette danse-là, qu'est-ce qu'on fait des autres corps? Est-ce qu'on doit avoir ce corps-là pour danser? Ça m'avait... Est-ce qu'on les cache? Est-ce qu'on a le droit de se montrer si on ne correspond pas? Est-ce qu'un gros n'a plus le droit de danser, ou un trop grand, ou un trop petit, ou...
Bref, à cette époque-là, c'était quand même très discriminatoire. Les danseuses, si elles avaient 1 kilo de trop, elles se faisaient virer. Si elles avaient des trop gros seins, il fallait qu'elles se fassent opérer. Enfin, je parle surtout des femmes, évidemment. Donc, voilà, j'avais ces questions-là. Et en lisant Beckett, en fait, j'ai pu trouver dans son écriture quelque chose qui me permettrait de travailler à partir de ces empêchements et de ces corps difformes, ou en tout cas pas conformes plutôt au canon, et quand même de dire il y a de l'humain et de l'amour là-dedans. Et ça peut être beau aussi. Et ça peut être très beau aussi, voilà. Alors il y a une autre chose qu'il y a dans mes bis, c'est qu'il y a des masques. Dans mes billes et dans nombre de vos pièces, Cendrillon, dans vos dernières œuvres aussi, Lune de Crête, là c'est des perruques, ça peut être des masques, des perruques, être grimé, des moustaches, enfin en tout cas l'accessoire, le visage transformé est très présent dans votre travail. Qu'est-ce que ça raconte ? C'est qu'on est plusieurs, quoi, je pense. Chacun est plusieurs. Et c'est aussi un truc enfantin. C'est-à-dire on se déguise, quoi, pour devenir quelqu'un d'autre le temps d'un moment. Essayer de se mettre à l'endroit de quelqu'un d'autre pendant un petit moment, pour toucher un peu du doigt comment ça se ressent, ça. Parce que les signes corporels, les habits, mais aussi la façon de bouger des gens dit beaucoup, en fait. Dit beaucoup, je ne sais pas si ça dit beaucoup, mais en tout cas, arriver à ressentir corporellement vraiment une certaine nervosité ou une certaine nonchalance chez des gens, je trouve ça passionnant. Et des fois, on a besoin de passer par soit le masque, soit le grimage. Le grimage, on dit ça. Le grimage, il permet un abandon qui permet de devenir, en fait, de devenir autre, sortir de soi et devenir autre. Et il permet des choses aussi pour le spectateur, ce grimage. Il permet pour le spectateur de sortir de en fait, que l'acteur ou le danseur soit juste quelque chose qui est un support, qui est le support de quelque chose d'autre. Moi, je suis beaucoup là-dessus aussi. C'est que, au fond, je trouve qu'on n'est que des passeurs. En fait, quand on est sur le plateau, on prend quelque chose. On est le support de quelque chose. On dit autre chose que soi-même. Voilà, c'est ça. Je trouve, même quand on n'a pas de masque, même quand on n'est pas grimé, en fait, c'est pas forcément. C'est soi, mais c'est pas soi non plus. C'est soi, mais c'est pas soi. Alors il y a les corps, il y a le grimage, il y a les mots qui sont venus petit à petit dans votre œuvre. Voilà, ces derniers temps, il n'y avait pas de mots dans vos spectacles. La forme, vous la choisissez vraiment, elle se réinvente, elle évolue en fonction des sujets sur lesquels vous travaillez. Pas tant des sujets, mais plutôt de ce qui se met en travers, je dirais, voilà. De ce qu'on rencontre au moment de la création, on rencontre des choses. Il y a des livres qui sont posés, qu'on a rencontrés avant, avant de commencer le travail vraiment. Mais parfois, il y a quelque chose qui se met dans l'engrenage. C'était le cas de Lucrèce, par exemple, dans Tourba. Lucrèce qui vient se mettre et qui nous fait rester avec. Ça nous fait rester avec ce texte. Donc, parfois, c'est ça, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, quelque chose s'accroche. Et donc, c'est une pièce dans laquelle, par exemple, Tourba, il y a du texte. Une autre pièce, je parle sans Umwelt, ou même la dernière pièce, Ligne de Crête, le texte n'est pas apparu. Non. Mais pourtant, il y avait pareil, il y avait tout est à disposition, en fait. Je pars vraiment du principe que tout ce qui est le médium par lequel les choses vont passer, c'est très libre. C'est pas forcément de la danse, c'est pas forcément du texte, c'est pas forcément de la musique, c'est pas forcément du costume. Ça peut être, c'est très très ouvert. Oui, vous n'avez pas une méthode particulière avec un rituel de création, des horaires, un lieu et une façon de procéder. Ça se réinvente à chaque fois en fonction de ce qui se
de ce qui vient. Le rituel, c'est qu'on se concentre. Oui. Voilà, c'est qu'on rentre dans un espace dans lequel il y a des outils, beaucoup d'outils, et même on peut en inventer d'autres, et on se concentre ensemble à faire quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une œuvre, enfin vos œuvres, se construisent en réaction les unes des autres, en opposition, dans le prolongement, en construction? Comment ça se passe d'une œuvre à l'autre? Ça dépend, je pense. Parfois, en fait, il y a plusieurs travaux en fait, qui cherchent à percer quelque chose. Je pense que c'est le cas de 2017 et de Ligne de crête, et peut-être encore une ou deux, j'en sais rien, qui essayent de travailler en fait un endroit qui est une prise à l'actualité très claire pour le public qui vient voir. Donc, mais bon, après, je sais qu'on peut d'ailleurs associer, moi je trouve, à Face, par exemple, entre Ligne de crête et Face, il y a quelque chose de commun. Enfin, le refus de l'aliénation, de l'inertie, de la déshumanisation des corps. Donc ça prend d'autres formes. Parce que, j'ai le sentiment, mais que vos œuvres sont très différentes les unes des autres formellement. Voilà, ça peut passer par la performance, par les mots, par pas de mots, par beaucoup de danse, par peu de danse. Par moments, c'est presque proche de l'installation, ce que vous faites. Et en même temps, moi, je ne vois pas de rupture dans votre parcours. Je ne connais pas toutes vos pièces, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'inscrit très profondément et que c'est comme une cartographie que vous mettez en place avec plein de formes différentes, mais dont le propos reste cohérent de bout en bout. Oui, à peu près le même, au fond. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Ben oui, c'est à peu près le même. C'est toujours cette question de l'injustice sociale, de comment est-ce qu'on peut vivre encore dans un monde aussi injuste et aussi violent, quoi. Voilà. Comment est-ce qu'on les relations entre nous, comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble, à vivre dans un même espace, sans se bouffer le nez, sans se faire du mal, quoi. Ça, c'est quand même une des questions. Même ça commence avec Maybe, quoi. C'est ça, avec les corps entravés, c'est ce que j'allais dire, Maggie Marin. C'est vrai que Maybe sur les corps entravés et Ligne de crête, la dernière création qui est évidemment sur les corps entravés. Peut-être qu'on peut décrire un tout petit peu ce qui se passe en scène. Donc il y a plusieurs espaces en verre, à la fois opaque et transparent, qui se reflètent ou qui ne se reflètent pas. Et puis, il y a des interprètes, donc perruqués, grimés, plus ou moins, dénudés par moments, rhabillés à d'autres, qui entrent en scène et qui vont accumuler des objets. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Alors là, par exemple, comment la forme est venue pour Ligne de crête? Je sais pas quoi dire. C'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, non, c'est tellement simple que c'est compliqué à dire. Vous aviez l'idée de ce qu'allait être le spectacle avant de commencer à travailler? Non, j'ai pataugé dans la Smoule pendant presque un mois et demi. Donc, j'ai pataugé dans la Smoule avec eux, on patauge. Et puis, à un moment donné, on en a marre d'être dans la Smoule. Donc, quelque chose se mobilise plus fort, peut-être, et donc on arrive avec quelque chose on dit accumulation, ok, accumulation, donc, accumulation, donc après, je ne peux pas vous le dire, parce que c'est mon travail, quoi. D'accord, oui, c'est votre tambouille que vous gardez. Ben oui. Oui, d'accord, je n'insiste pas. Mais en tout cas, alors à partir de quel moment vous considérez qu'une œuvre est terminée, qu'elle est montrable, qu'elle est prête à être offerte au public? À partir de quel moment oui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'une œuvre est terminée quand vous la montrez au public, ou pas du tout? Est-ce que c'est la contrainte des dates qui fait que vous êtes obligé de jouer? C'est bien qu'il y ait une date butoir, parce que sinon on n'en finirait plus. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, c'est à la fois une contrainte pas très agréable de devoir rendre sa copie, et en même temps, c'est une façon aussi de dire c'est terminé, je passe à autre chose, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on passe à autre chose directement. On a envie parfois de poursuivre, mais il y a une limite. Je veux dire, quand les choses sont vraiment, vraiment pas prêtes,
on invite quand même quelques amis à voir, des amis un peu critiques, à voir des filages. Et c'est un peu la discussion avec ces amis qui nous disent, mais là, il vaudrait mieux que tu renonces ou il vaudrait mieux que tu continues. Enfin, donc puis nous aussi. Voilà. Outre vos collaborateurs directs, qui sont donc vos interprètes, les musiciens, les scénographes, les lumières, etc. Donc vous faites appel un petit peu à des regards extérieurs ? Oui, bien sûr, oui, d'autres artistes à Ramdam et ailleurs, et d'ailleurs, qui viennent voir et que je convie à venir la dernière semaine, les derniers 10 jours, pour que j'ai un retour, enfin, pour qu'on ait un retour, nous. Parce que quand on a le nez dessus, on ne voit pas toujours ce qu'on fait. Les regards extérieurs, quoi, ouais. Et donc, une fois que l'œuvre est terminée, que vous la regardez, est-ce qu'il y a des œuvres que vous avez eu envie de retoucher ? Est-ce que vous retravaillez certaines pièces ou pas ? En principe, non. Quand la pièce est soi-disant terminée, parce qu'elle n'est jamais vraiment terminée, mais quand elle est présentée, donc on dit qu'elle est terminée, il y a des choses qui sont... Il y a parfois des choses, souvent même, des choses qui ne me plaisent pas ou que je trouve que j'aurais pas dû faire comme ça, etc. Ben, je laisse la chose tant que j'ai pas trouvé la solution. Le jour où je trouve la solution, je peux le changer. Vous changez. Mais tant que j'ai pas la solution, parce que des fois on n'a pas la solution, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas ce truc-là, on ne sait pas. C'est question de rythme, question de mouvement, question de... Voilà. Donc, mais en général, je ne retouche pas trop, non. Je préfère passer à autre chose et me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi ce machin. Ah ben alors là, je vais retravailler là-dessus juste pour vraiment me pencher que sur ça. Donc travailler comme ça, à partir d'une chose qui est un peu ratée, travailler sur ce raté-là pour rater mieux encore, comme dirait Beckett. Vous êtes sur France Culture, à la masterclass de Maggie Marin. Maggie Marin, la réception de vos pièces, justement, n'a pas toujours été positive de façon immédiate. Par exemple, Maybe, ça a mis du temps. Au départ, quand vous l'avez présenté, ça n'a pas plu au public ? Ah ben non. Les gens sortaient, oui. Les gens sortaient ? Oui. Oui. Ça a été comme ça pour pas mal de vos pièces, pour Umwelt aussi, je crois. Oui. Plus récemment. Oui. Oui. Comment est-ce que vous prenez ça ? La réception. C'est très différent difficile. en fait. Les deux départs étaient très différents. En 81, quand les gens partaient de Maybe, c'était souvent des gens qui venaient. Enfin, c'est un peu la même chose d'ailleurs, au fond. Des gens qui venaient voir de la danse et qui considéraient que ce qu'ils voyaient là sur le. Il y avait une obscénité en fait pour eux, probablement, parce que le sexe, enfin. C'est quand même des choses qui n'étaient pas très abordées. Qui mettaient à nu des choses dérangeantes. La saleté, en fait. Oui. Donc, beaucoup de gens partaient pour ces raisons-là. Aussi parce que c'était un chœur et qu'à l'époque, le chœur était très mal vu, en fait, par la danse contemporaine, puisque la danse contemporaine a ouvert quand même un champ individuel, pas du corps de ballet. Justement, au corps de ballet. En réaction au corps de ballet. Donc, des individus qui travaillent ensemble dans un espace donné, dans différentes directions. Et le fait que dans Maybe, il y a un chœur qui fait la même chose, ça faisait référence à un corps de ballet. Et je pense que beaucoup dans le rejet de ça. Oui, il y a eu un rejet de ça. Dans Umwelt, la chose était à peu près la même chose, puisque les gens qui partaient, ou en tout cas les scandales qu'il y a pu avoir, Umwelt, c'était en 2003, il y a 15 ans. 2004. 2004. Voilà. Les gens qui remontaient sur le plateau en disant « Vive le ballet », par exemple, parce qu'ils considéraient que ce qui se passait, c'était pas de la danse. Enfin, c'est la même chose, en fait. Voilà. Sauf que en 81, les gens partaient, se levaient et partaient, sans dire plus que ça. Tandis que là, les gens montent sur le plateau et puis commencent à dire « Vive le ballet, je peux en faire autant, remboursez-moi le billet ». En 2003 ? Oui, en 2004, oui, c'est ça, oui. 2004, pardon. J'ai acheté un produit, donc, enfin, ils disent pas ça comme ça, mais moi je le dis comme ça. J'ai acheté un produit et j'ai pas eu le produit que j'ai acheté. Enfin, on est vraiment dans ce truc du consommateur qui paye sa place, comme il achèterait une tablette de beurre de telle marque, et si on lui donne pas ça. Donc, le monde a changé entre 81, où les gens partaient parce qu'ils étaient un peu choqués, parce que voilà, les mœurs, c'était pas... et là, cette espèce d'arrogance du public connaisseur
de danse, parce que c'était du public connaisseur de danse. C'était pas les petits voyous de banlieue qui faisaient ça, c'était des gens très très bien avec des cravates et des cheveux blancs qui ont vraiment foutu la pagaille, quoi, empêchant les gens qui étaient assis dans la salle, ceux qui voulaient voir, de voir. Donc une espèce de monde comme ça, très très violent. Alors oui, là, effectivement, la pièce qui a suivi, c'était AA, et c'était une pièce vraiment de colère par rapport à cette bienséance. Aussi, il y a de l'ironie aussi dans AA. Elle est plus qu'ironique. Oui, elle est acerbe. Elle est acide. Elle est acide. Absolument. Donc, voilà, la création quand même... oui, c'est pas souvent, mais là, effectivement, c'était vraiment une réponse à cette violence, à cette arrogance. Et en même temps, pour Umwelt, vous avez eu le prix du syndicat de la critique. Donc vous avez été soutenu par la presse. Oui, j'ai été soutenue par la presse, par les collègues, par les pairs. J'ai été très soutenue par beaucoup de gens, heureusement. La perception du public, c'est quelque chose qui vous importe ? Vous faites attention à ça ? Vous êtes blessé, vous réfléchissez, vous vous remettez en question ou pas forcément ? J'ai toujours en tête quand je travaille qu'il y a des gens qui vont venir voir et que je vais m'adresser à eux, mais je ne travaille pas en fonction d'eux. Voilà, je fais comme si... Mais je sais qu'ils vont être là, mais je ne fais rien en fonction de eux. Par contre, la réaction qu'ils peuvent avoir, parfois, peut me faire réfléchir à comment atteindre mieux mes buts. Parce que j'ai quand même des buts en faisant ce que je fais là. Enfin, des buts, je ne sais pas si c'est des buts, mais... oui, l'envie de déclencher quelque chose. Voilà, de déclencher une question, une réponse, enfin, donc un débat, ou je ne sais pas, quelque chose qui pourrait... Donc ça, c'est vrai que quand ça déclenche pas ça, je me pose des questions. Est-ce que c'était trop comme ci ? Est-ce que je devrais être un peu plus là ? Est-ce que c'est trop dur ? Et du coup, au lieu d'établir un dialogue, je fais fuir les gens, par exemple. Ou bien, alors, est-ce que si c'est trop sympathique, je fais pas des choses pour être sympathique ou pas sympathique, non, ou antipathique, mais parfois, le travail est comme ça. Par exemple, une pièce comme ça, elle termine dans quelque chose d'assez hilarant, comme ça. Donc, c'est vrai que ça appelle les applaudissements des gens, quoi. Et donc, les gens sortent de là, en fait, il faut réussir sa fin, quoi. D'une certaine façon. Dit, oui. D'accord. Et la perception critique, elle vous importe ? Vous lisez les critiques ? Vous êtes attentive à ça ? Non, pour mon travail, pas. Ça me compte pas trop, ces critiques des journaux. Je vous disais, j'ai des amis qui viennent. J'ai la parole de quelques personnes qui comptent énormément, mais ils sont pas très nombreux. Et par contre, pour l'avenir de ma compagnie, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vous dépendez... Les critiques dépendent... des bonnes critiques font que la pièce est achetée. Si la pièce est achetée, il y a des rentrées d'argent. S'il y a des rentrées d'argent, on peut payer les danseurs, enfin, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, ça m'importe. Mais sur le plan de mon travail, pas du tout, non. Est-ce que vous êtes attentive à la jeune création ? Pardon ? à la création, à la jeune création aujourd'hui, à ce qui se fait du côté de la danse et du théâtre aujourd'hui en France ? Oui, normalement, quoi. Normalement ? Oui. Mais pas que la danse et le théâtre. Je regarde aussi des jeunes plasticiens, musiciens. Normalement, je veux dire que je ne cours pas derrière la nouveauté, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, mais la création, tout simplement. D'ailleurs, pas forcément la jeune création, la création. Voilà, mais parce que vous avez dit jeune création, c'est pour ça. C'est vrai. Et donc, la création, est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent aujourd'hui ? Est-ce que... Avec quels artistes vous avez envie de travailler ? Je fais pas ça comme ça, quoi. J'ai pas envie de travailler avec des artistes parce que je vois leur travail. C'est leur travail qui peut-être qui vous inspire quelque chose. C'est le cinéma, c'est le théâtre. Je sais pas, au théâtre, c'est François Tanguy, c'est Claude Régis. La danse, c'est des jeunes chorégraphes peut-être que vous ne connaissez pas. Je sais pas quoi dire là.
je sais pas. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est que sont comme des médiums artistiques, et c'est jamais directement les trucs artistiques qui influencent le travail. C'est plutôt des gens qui écrivent, ou peut-être du cinéma, mais tout ce qui est un petit peu, peut-être, c'est pour ça que je parle des plasticiens aussi, c'est que quand c'est trop proche de ton propre travail, en fait, je vais pas les voir tant que ça, quoi. Et est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a des réalisateurs, enfin peu importe, toutes sortes d'arts qui accompagnent quand même votre vie d'artiste? Je dirais plutôt des auteurs, en fait. Oui. Je pense que Georges Didier Huberman est quelqu'un qui m'a accompagné très longtemps, qui continue de m'accompagner. La lecture de Benjamin. Oui, de Benjamin, oui, que vous citiez d'ailleurs voilà, dans votre... qu'est-ce que je pourrais dire là, j'ai lu beaucoup de livres d'économie aussi les dernières années. Oui, parce que c'est lié à votre travail aujourd'hui. J'ai beaucoup lu la dernière année Frédéric Lordon. J'écoute des conférences de Bernard Friot. Enfin, j'essaye de... Je ne sais pas comment dire, mais ce sont plutôt des penseurs, en fait. Des penseurs, des économistes, des sociologues, Bourdieu, Spinoza, enfin des philosophes. Oui, qui nourrissent. C'est plutôt ça qui nourrit mon travail que des œuvres de spectacles vivants ou parfois des arts plastiques, oui, ou musicaux aussi. Alors en musique, vous avez travaillé avec plein de compositeurs, hein, Bach, Schubert, plein de compositeurs classiques, avec Denis Mariotte, pendant très longtemps, que vous avez rencontré en 87, oui, c'est ça. Je crois. C'est ça. Est-ce que la collaboration avec Denis Mariotte a enclenché quelque chose de nouveau dans votre travail, un autre rapport au corps, au rythme, à la musique et à l'espace? Sûrement, oui, ça a changé quelque chose, la rencontre avec Denis, parce que c'est quelqu'un d'abord qui avait pas mal d'humour, et donc une sorte de légèreté comme ça, grave, je ne sais pas comment dire autrement, et donc ça a déclenché, oui, un rapport assez distancié avec le travail. Si, peut-être dans les années 80, ma façon d'envisager était plus viscérale, je faisais plus corps avec ce que je travaillais, et peut-être qu'avec Denis, ça m'a mis en distance. Un peu d'air et un peu de ça m'a mis un peu plus en distance, et ça a apporté beaucoup un autre regard sur le travail. Je dirais pas que c'est moins investi, mais c'est moins incarné. Je sais pas comment dire. Je travaille un peu plus en distance. Vous avez créé un duo tous les deux? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que comment vous avez travaillé ensemble sur ce duo? Ça faisait déjà des années qu'on avait fait plusieurs pièces, et en fait, lui écrivait de la musique, et puis moi j'écrivais la chorégraphie pour des interprètes. Donc, et en 2004, suite à l'annulation du Festival d'Avignon et à la question des intermittents, ça nous a beaucoup posé des questions, ce moment-là, quoi, sur le travail qu'on faisait, sur est-ce que c'est un emploi, beaucoup de questions sur les heures qu'on ne voit pas, où on travaille et qu'on ne voit pas, qui ne sont pas comptées, enfin tout ça. Et on s'est dit que ce serait bien à un moment donné de se mettre, nous, sur le plateau pour se risquer à ça. Parce que ça faisait des années que je ne le faisais plus. Et Denis n'était pas un artiste de scène. Donc, en fait, c'était les autres qui allaient défendre notre travail sur le plateau. On s'est dit, ça serait bien qu'on aille le défendre nous-mêmes. Et donc, j'ai écrit un texte à ce propos qui a donné un appui à ce duo qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, vous avez encore envie de remonter sur scène comme interprète? Ça fait un petit moment là que vous n'êtes pas monté en scène. Hein. C'était quoi, 2012, je crois, au moment de votre hommage au Festival d'automne, hein, c'est ça? C'est pour ça quand même. Pour ça quand même. C'est la dernière chose que j'ai fait. Depuis non? Oui, en fait, je crève pas d'envie d'aller sur le plateau, hein, du tout. Mais de façon éphémère, ça m'amuserait. Voilà, une fois. Comme une performance dans une musique. Juste un truc qui resterait pas. Ça, je pourrais en essayer plein. Ça serait bien. Et puis, je serais pas obligée de tourner. Ou vous faites comme vous voulez. Oui, je le fais comme ça, et puis ça meurt après. Maggie Marin, vous avez reçu pas mal de prix.
en tant que chorégraphe, des prix importants, l'American Dance Festival Award en 2003, le Bessie Award en 2008, pas mal de prix aussi du syndicat de la critique, donc pour Umvel, comme on le disait, pour Turba aussi, un Lion d'or à la Biennale de Venise en 2016. Est-ce que vous êtes sensible à ces récompenses ? Est-ce que ça vous fait plaisir de recevoir des prix ? Est-ce que ça vous gêne ? Enfin, comment vous prenez ça ? Je sais pas, enfin, c'est un peu prétentieux si je dis que je m'en fous. Donc et c'est pas vrai d'ailleurs que je m'en fous totalement, parce que c'est quand même des reconnaissances de quelque chose. Et ça fait très plaisir à ma maman. Et ça, c'est pas négligeable. Ça dépasse tout. Donc oui, je suis contente de les recevoir. Est-ce que vous pensez à la postérité, à ce que vous allez laisser ? Est-ce que c'est une chose qui vous travaille ? Pas trop, non. Non. Parce que c'est pas tant qu'est-ce qu'on laisse à la postérité, c'est un peu comme quand on a des enfants, quoi. Comment est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'on leur qu'est-ce qu'on leur donne comme outil de pensée, de vie, pour qu'ils soient quand même une fois que on disparaît, en fait, comment ils font leur vie, eux, et même avant qu'on disparaisse, pour qu'ils soient autonomes, émancipés. Enfin, ça, c'est des questions importantes, quoi. Et donc, si je fais attention à ça, plutôt pour faire une trace d'une expérience qui pourrait servir à des plus jeunes, en fait, à d'autres de jeunes gens, je sais pas, dans 10, 15, 20 ans, qui regardent le truc et qui se disent ah ouais, elle a essayé de faire ça, ça faisait ça. Alors, le travail, par exemple, avec une équipe permanente, les rapports, Ramdam, voilà, parler un petit peu dans ce lieu-là, à Ramdam, un lieu qui est collégial, à Sainte-Foy-les-Lyons, près de Lyon, donc une ancienne menuiserie qui est devenue un lieu de résidence pour des jeunes, pour des jeunes et des moins jeunes et des vieux même, des chorégraphes, des musiciens pluridisciplinaires, et qui agit en fait collégialement par différents artistes, différents techniciens, différents administrateurs, des gens qui travaillent comme Loli avec moi. Voilà, donc cette espèce de terrain dans lequel, conflictuel d'ailleurs, dans lequel on a à faire quelque chose ensemble, et qu'on on doit batailler un peu les uns avec les autres pour être un peu plus intelligent aussi, pas pour avoir pour soi, mais pour que chacun trouve son intérêt bien compris là-dedans. Voilà, et que ça soit quand même un travail qui soit à la fois collectif, mais dans un certain, comment dire, avec des règles, voilà, c'est ça, c'est pas juste comme ça. Donc qu'on établisse des règles entre nous, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on partage les choses, ça me semble vraiment être une chose importante. Et dans ce sens, si j'ai accepté, en fait, aussi, il y a un film qui va sortir là en 2019, autour un film documentaire sur le travail de la compagnie, parce qu'il y a aussi cette pérennité, en fait. Je trouve que les choses vont trop vite aujourd'hui. J'ai rien contre le fait que la rencontre puisse être éphémère, mais on peut aussi travailler dans le temps. Et moi, j'ai toujours travaillé dans le temps avec les gens. C'est-à-dire que les danseurs les interprètes avec qui je travaille aujourd'hui, je les connais depuis 30 ans. On a vieilli ensemble. Et ça n'empêche pas qu'il y ait des jeunes qui arrivent et qui bouleversent les choses et que ça nous déplace. Mais je trouve que d'inscrire, de témoigner en fait de cette ténacité, j'allais dire, cette patience qui construit quand même quelque chose d'autre que ah, tu me plais, ça va, on se sert l'un de l'autre et puis salut, quelque chose qui crée, qui construit chez chacun quelque chose d'important. Je trouve ça important de le je sais pas comment dire, de le transmettre, voilà, oui. Oui, je crois que c'est important. Donc ce documentaire sera plutôt axé sur ça, sur cette façon de travailler, disons. Et puis il y aura le film de Maybe aussi qui sera, et c'est David Mambouche qui fait le film. Très bien, merci beaucoup
Maggie Marin, d'avoir accepté l'invitation de France Culture pour cette masterclass. Merci beaucoup. Merci à vous.